Depuis près d'un an, Madagascar connaît une crise alimentaire inédite qu'on impute en partie au Covid-19 et en partie à une sécheresse probablement liée au dérèglement climatique. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce sont plus d'1 million de Malgaches qui sont en insécurité alimentaire sévère. Et comme si cela ne suffisait pas, 2 cyclones tropicaux se sont ensuite abattus sur le pays, rendant une situation déjà précaire encore plus catastrophique. Comme vous le savez sans doute, les activités humaines sont en train de dangereusement déstabiliser l'environnement. Or, il ne s'agit là probablement que d'un début. Des millions de vies humaines présentes et futures, voire plus encore, risquent d'être menacées chaque année à cause des conséquences de l'activité économique humaine. Et de façon terriblement injuste, les victimes seront plus probablement des populations défavorisées, qui bien souvent sont aussi celles qui ne sont pas le plus responsables du dérèglement climatique. Pour éviter une amplification drastique de la crise humanitaire actuelle et les risques de conflits armés qui l'accompagnent, voire de tensions géopolitiques, voire de guerre mondiale, il semble urgent de réduire drastiquement notre empreinte environnementale, en particulier nos émissions de gaz à effet de serre qui dérèglent tant le climat. Mais comment obtenir une telle réduction drastique? Comment amener des populations entières à polluer beaucoup moins? Je vous recommande à ce sujet cette excellente vidéo de Paloma Moritz. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en participant notamment à la guerre de l'information. Vous l'aurez compris, il y a un immense enjeu autour de la formation. En France, le dérèglement climatique est considéré comme un enjeu capital par 94% des citoyens. Mais si de plus en plus de personnes sont conscientes du défi climatique, très peu ont réellement compris le degré d'urgence dans lequel nous sommes. Autre action donc, la bataille de l'information. On sous-estime souvent son pouvoir en tant qu'individu pour cela. Mais si à chaque fois que vous lisez un article, regardez une vidéo, un documentaire, qui vous a permis de mieux comprendre le problème, vous le partagez avec votre entourage, je vous assure que beaucoup de choses changeront. Aussi, et on vous le répète souvent chez Blast, il est primordial de soutenir et mettre en avant tous les médias indépendants qui accordent la place qu'elle mérite à l'urgence écologique dans leur ligne éditoriale. Des médias qui montrent que ce sujet n'est pas une rubrique parmi d'autres, mais le prisme à travers lequel tous les sujets doivent être analysés et repensés. Vous pouvez donc partager les contenus qui parlent d'écologie au maximum, les liker, les commenter pour qu'ils se fassent une place dans la guerre des algorithmes. Soutenir les médias qui en parlent, mais aussi interpeller ceux qui ne le font pas, en écrivant aux journalistes, aux rédactions, en appelant les standards pour poser des questions sur ces sujets, ce qui a d'ailleurs beaucoup été fait pendant la présidentielle. L'objectif est d'exiger un traitement ambitieux des enjeux, à la fois au niveau quantitatif et qualitatif. Enfin, vous pouvez aussi signaler au CSA les propos climato-sceptiques ou dangereux encore tenus sur certains plateaux. L'urgence écologique devrait être sur toutes les chaînes d'information, dans tous les débats politiques. Et plus vous serez nombreux à le réclamer, plus ce sera le cas. À ce sujet, il y a également une bataille des imaginaires à mener, pour montrer ce à quoi pourrait ressembler un monde, une France, dans laquelle nous aurons réussi à faire face aux défis écologiques, à nous adapter. Montrer que cet avenir peut être désirable, souhaitable, qu'une autre société est possible. Si vous êtes un artiste, vous pouvez contribuer à faire émerger ces nouveaux récits. Et si vous aimez le cinéma, la littérature, partagez ce qui existe déjà. Je vous encourage ainsi à identifier les vidéos d'utilité publique sur Tournesol pour faciliter la découverte et l'amplification de ces vidéos. Néanmoins, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre mesure, beaucoup trop absente du discours écologiste à mon goût, et qui est pourtant au cœur de la société de consommation qui cause ce dérèglement climatique, à savoir la publicité. Publicité qui est mentionnée 16 fois dans le 6e rapport du groupe 3 du GIEC, qui fait presque 3000 pages. 16 mentions sur 3000 pages, c'est quand même pas beaucoup, surtout que ça cible rarement la publicité ciblée de produits polluants. Après tout, comme on parle des associations comme Résistons à l'agression publicitaire ou Casseurs de pub, le marché de la publicité est précisément celui qui pousse des milliards d'humains à la consommation, voire à la surconsommation, et à négliger l'empreinte sociale et environnementale de cette consommation. Il me semble plus urgent que jamais de mettre fin à ce carnage. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'une proposition concrète et très simple. 1 euro de publicité égale 10 euros de taxe. Autrement dit, une taxe à 1000% sur la publicité, au moins pour ceux qui passent par les services des géants de la tech, avec réduction potentielle pour les publicités d'intérêt public, comme l'appel à l'utilisation du vélo, l'alimentation plus durable ou l'invitation à mieux s'informer sur les enjeux civilisationnels. Je vous propose d'abréger cette proposition en hashtag taxons la pub et à utiliser massivement ce hashtag sur les réseaux sociaux. Le problème de la publicité transcende d'ailleurs largement le problème environnemental. Trop souvent, la publicité encourage des consommations en fait dangereuses pour les consommateurs, voire pour leurs proches, voire pour des populations entières d'humains qui ne profitent pas directement de la publicité. Je vous propose 5 catégories de conséquences désastreuses de la publicité.
Les publicités les plus clairement dérangeantes sont certainement les arnaques. Or, il est en fait extrêmement fréquent que des publicités promeuvent de la voyance, des pseudomédecines ou d'obscurs montages financiers, par exemple autour de crypto-monnaies ou de NFT. Par exemple, il y a quelques mois, Technology Review révélait l'abondance de mésinformations dans les publicités Facebook sur les traitements contre le cancer. Et de façon terriblement perturbante, jusqu'en 2020, Facebook permettait aux annonceurs de cibler des publics particulièrement vulnérables à ces arnaques, comme les adeptes de pseudosciences. Or, si depuis cette catégorie a formellement disparu, nul doute que les algorithmes de ciblage publicitaire des géants du web ont appris d'eux-mêmes à bombarder sans intervention humaine des publics vulnérables à des arnaques dangereuses. Mais surtout, dans le cas des publicités en ligne, il faut absolument garder en tête que la quantité de telles publicités mensongères et dangereuses est monumentale, si bien que des algorithmes sont indispensables pour les analyser et les modérer. Ainsi, dès 2016, Google annonçait retirer chaque année des dizaines de millions de publicités pour des pseudomédecines dangereuses ou pour des jeux d'argent illégaux et près de 100 millions de publicités trompeuses. En 2020, l'entreprise annonçait ainsi retirer des milliards de mauvaises publicités par an, soit 5000 publicités par minute. 5000 mauvaises publicités à retirer chaque minute. C'est ahurissant. Des armées de plusieurs dizaines de milliers d'humains seraient nécessaires pour faire un travail comparable. Or, il faut bien se rendre compte que même si certains se targuent d'avoir des algorithmes de détection valides à 90%, ce qui au passage est un chiffre très bizarre, notamment car il suffit de créer soi-même des contenus problématiques faciles à détecter pour faire gonfler ce chiffre, même des algorithmes valables à 90% laisseraient toujours passer une fraction non négligeable de l'océan de contenus problématiques. Ainsi, 1% d'erreur sur 100 millions de contenus problématiques, ça représente toujours 1 million de contenus problématiques accessibles et potentiellement massivement amplifiés via la publicité. #taxons la pub. 2. On le sait bien, il est bien plus facile de rechuter dans des addictions dangereuses si notre environnement informationnel nous rappelle leur existence et nous pousse à y succomber. Pendant longtemps, par exemple, ce fut le cas du tabac, qui en plus d'être dangereusement normalisé et même rendu cool par la pop culture et le cinéma, était souvent promu dans des spots publicitaires ou via le sponsoring d'événements sportifs. Or, on le sait, fumer tue. Mais donc, puisque financer, produire et diffuser des publicités pousse à la consommation de tabac, cette industrie de la publicité tue aussi. En fait, il aura fallu des régulations drastiques pour combattre ce qui est rapidement devenu un problème de santé publique majeur. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été à la hauteur jusque-là pour d'autres substances addictives comme l'alcool et le sucre, dont la consommation est également un problème de santé publique majeur. En France, l'alcool demeure la deuxième cause de décès évitable, après le tabac, tandis que l'industrie du sucre, bien connue pour sa désinformation scientifique, est une cause majeure de l'obésité et de ses conséquences sanitaires à l'échelle planétaire. La publicité pour ces produits semble dès lors représenter un danger pour la santé publique, notamment quand elle cible des jeunes enfants pour les attirer vers de mauvaises habitudes alimentaires. #taxons la pub. 3. Beaucoup de publicités s'appuient sur de la culpabilisation pour améliorer les ventes de certains produits ou vendent des rêves inatteignables qui risquent de provoquer à terme des déceptions, des frustrations, voire des ressentiments. On peut ainsi mentionner toutes les publicités qui s'appuient sur des stars ou des modèles de corps idéaux pour ensuite vendre des shampoings, des déodorants ou des produits de beauté. Même si le produit en lui-même n'est pas nécessairement néfaste, la publicité peut habituer des milliards d'humains à se comparer à ces modèles inatteignables et provoquer des problèmes de santé mentale, comme par exemple liés au body shaming. Dans le même ordre d'idées, le cas des adolescentes consommatrices d'Instagram est particulièrement documenté et effrayant, avec une augmentation inquiétante du nombre de troubles mentaux et de suicides, faisant ainsi probablement d'Instagram, d'après les analyses des Facebook Files notamment, le réseau social le plus déprimant pour les utilisateurs. De façon plus générale, de nombreuses publicités instillent dans la culture populaire un rêve de propriété et de vie luxueuse, souvent inatteignable et difficilement compatible avec les contraintes environnementales. #taxons la pub. 4. Les écologistes sont à juste titre désespérés par des problèmes comme l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que les produits du capitalisme sont souvent conçus pour devoir être régulièrement renouvelés plutôt que pour durer des décennies de manière fiable et autonome. Cependant, quand on regarde de plus près, dans beaucoup de cas, le moteur de cette obsolescence est davantage le désir des consommateurs de renouveler leur possession plutôt qu'un réel besoin de renouvellement. Le cas le plus évident est sans doute celui de la mode, en particulier celui des vêtements de luxe. Cette industrie investit énormément dans la publicité pour donner l'impression qu'il est important pour eux de renouveler chaque année leur style vestimentaire.
Cette propagande finit par envahir beaucoup de la culture populaire qui normalise alors le shopping et l'élégance de nouveaux produits. Or, le coût environnemental de cette industrie est en fait énorme. De la même manière, l'industrie des technologies s'appuie vivement sur l'annonce régulière de nouveaux produits et appelle les enthousiastes à acheter la dernière génération de smartphones. Dans ce cas, bien plus qu'une obsolescence programmée dans la conception des produits, ce sont bien les investissements faramineux dans la publicité qui rendent les produits vendus pourtant récemment obsolètes, ce qui pousse ainsi à la surconsommation. #taxons la pub. Enfin, la publicité est un outil fantastique pour normaliser et déculpabiliser des milliards d'humains de la consommation de produits extrêmement polluants qui mettent aujourd'hui des millions de vies en danger. C'est bien entendu largement le cas de l'industrie automobile, dont les budgets publicitaires sont énormes, non seulement via la publicité audiovisuelle, mais aussi via le sponsoring d'événements sportifs. De la même manière, les publicités de viande cherchent à normaliser leur consommation, voire à susciter l'appétit des spectateurs, et surtout à négliger l'impact de cette consommation, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur le bien-être animal et sur la biosécurité. Certaines publicités vont même jusqu'à prétendre que la consommation de produits animaux est une affaire d'identité nationale, alors qu'il y a quelques siècles, les steaks de grande qualité étaient réservés à une toute petite élite. Enfin, la publicité encourage le grand public à profiter de vacances dans des destinations lointaines, eu égard au coût environnemental des trajets en avion que ceux-ci nécessitent. #taxons la pub. J'espère vous avoir convaincu que le marché de la publicité est au moins potentiellement problématique, non seulement pour la crise environnementale, mais aussi pour la sécurité des consommateurs et même celle de nos civilisations. J'espère vous avoir ainsi convaincu qu'un manque de contrôle sur ce marché représente une menace civilisationnelle. Mais donc, a-t-on un minimum de contrôle sur le marché de la publicité? A-t-on accès à une vue d'ensemble sur la dynamique de ce marché, et en particulier sur la nature des publicités les plus courantes et sur leurs impacts? Autant dans le cadre de la publicité classique, sur les affiches, à la radio ou sur les grandes chaînes de télévision, il est relativement facile de savoir quelles publicités y sont affichées et, par exemple, de vérifier que les régulations existantes sont bien appliquées, comme l'interdiction de publicité pour des produits illégaux ou l'obligation d'accompagner toute publicité sur l'alcool avec des avertissements sur les dangers des abus. Cependant, de nos jours, une énorme partie de la publicité a désormais lieu en ligne. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la source de revenus principale des géants de l'industrie des technologies, Google et Facebook, ces entreprises qui récoltent des centaines de milliards de dollars chaque année, vivent quasiment exclusivement des revenus de publicité ciblée en ligne. À chaque seconde, elles reçoivent des milliers de nouvelles publicités que des publicitaires souhaiteraient diffuser et doivent déterminer quelle publicité afficher à quel utilisateur et à quel prix. Mais alors, comment ces décisions sont-elles prises? Ces entreprises tiennent-elles vraiment compte des considérations éthiques comme l'impact environnemental des produits promus et leurs conséquences sur la sécurité et le bien-être des consommateurs comme ces entreprises le prétendent publiquement? Ou ne font-elles que placer les publicités des plus offrants, y compris quand ceux-ci veulent diffuser des incitations à succomber à des addictions, des encouragements à profiter des consommations polluantes, voire de la désinformation ou du mépris pour certaines populations? Pour le savoir, en plus de disposer d'outils algorithmiques extrêmement sophistiqués pour traiter les milliers de nouvelles publicités mises en ligne chaque minute, un travail clairement infaisable par une armée d'humains seuls et qui, à l'instar de la modération de contenu d'utilisateurs, provoquerait des traumatismes pour les modérateurs, pour espérer comprendre quoi que ce soit au marché de la publicité en ligne actuel, il faudrait aussi et surtout avoir accès à des données à ce sujet. Or, suite au démantèlement de l'équipe d'éthique chez Google et la révélation des Facebook Files chez Facebook, Google et Facebook ont au contraire renforcé l'opacité de leurs algorithmes et de leur manière de traiter l'énorme flux de données sur lequel repose leur business, y compris leurs activités de publicité. Plus préoccupant encore, il aura fallu une enquête judiciaire de plusieurs années pour permettre à des procureurs de révéler un accord illégal entre les deux géants de la tech qui, à eux deux, disposent désormais d'un quasi-monopole sur le marché de la publicité en ligne. De même, il aura fallu fouiller et, en 2022, une investigation pour révéler le fait que Google annonce des prix différents aux annonceurs et aux créateurs de contenu en empochant discrètement la différence au passage. Là encore, l'opacité extrême de l'entreprise rend le marché de la publicité impossible à auditer pour les clients, les partenaires et même les régulateurs. Force est de constater que le contrôle que la justice et les contre-pouvoirs ont sur ceux qui contrôlent le marché de la publicité est extrêmement limité et très certainement, je pense, très largement insuffisant, surtout sachant l'ampleur des externalités négatives de la publicité.
Google et Facebook restent en très grande partie des boîtes noires, y compris aux yeux de leurs propres employés, surtout lorsqu'il s'agit d'activités particulièrement lucratives comme la publicité en ligne. La publicité en ligne est littéralement hors de tout contrôle. Et malheureusement, les projets extrêmement ambitieux de régulation à l'échelle européenne, comme l'AI Act, le Digital Services Act et même le Digital Markets Act, des projets qui sont extrêmement louables par ailleurs, ces projets me semblent encore très largement insuffisants pour corriger le fléau des publicités ciblées incontrôlées qui, à mes yeux, menacent aujourd'hui la sécurité et le bien-être de la population mondiale. Même si, n'étant pas avocat et n'ayant pas lu ces actes en détail, il y a très clairement beaucoup de subtilités qui m'échappent. Il me semble qu'une autre législation redoutablement efficace est urgemment requise. De plus, la législation se doit d'être suffisamment consensuelle pour que son implémentation soit envisageable et suffisamment simple pour gérer les milliards de nouvelles publicités en ligne créées par les annonceurs chaque année. C'est pour cela que je trouve l'idée de la proposition 1 euro de publicité égale 10 euros de taxes très séduisante. Et bon, entre nous, si ça embête des entreprises coupables de complicité d'incitation à la haine, à la violence et même au génocide, disons que ce sera le cadet de mes soucis. Alors, le chiffre de 10 que j'ai donné là est bien entendu avant tout symbolique, et pour éviter un choc économique problématique, il sera en fait très certainement préférable d'augmenter année après année cette taxe sur la publicité pour atteindre une taxation de type 1000%. Bon, encore une fois, je ne suis pas du tout attaché à ce 1000%, et il y a certainement des façons beaucoup plus réfléchies d'arriver à un taux d'imposition adéquat pour la publicité. Et tiens, justement, Anatole, qui s'intéresse beaucoup au changement climatique et aux manières d'atténuer ses conséquences désastreuses, a un peu creusé la question. Salut Lé, alors justement, essayons de quantifier quel niveau de taxe il faudrait. Pour une entreprise qui dépense 1 euro dans la pub d'un produit néfaste, une bonne taxe ce serait quoi? 50 centimes? 2 euros? 10 euros? C'est pas évident de savoir, mais on peut faire un calcul d'ordre de grandeur avec le ROAS. C'est le Return on Ad Spend, donc le retour sur investissement d'une pub. Plus le ROAS est élevé, plus les pubs sont efficaces, et en moyenne, pour 1 euro dépensé dans une pub, une entreprise en récupère environ 3. Alors bien sûr, ce chiffre varie en fonction des secteurs, mais en tout cas, il est supérieur à l'argent dépensé, donc c'est rentable, et c'est pour ça qu'on voit des pubs absolument partout. Et ensuite, si les pubs marchent, les entreprises, elles ont alors d'autres frais qui s'ajoutent, parce que plus d'achats, ça veut dire plus de production, plus de livraison, plus de personnel. Tout ça, ça a un coût, mais avec un ROAS de 3, c'est encore rentable d'investir dans la pub. Et maintenant, avec la taxe sur les mauvais produits, on peut justement faire diminuer ce retour sur investissement de certaines pubs. Si le ROAS devient inférieur à 3, ce sera presque pas rentable pour ces entreprises d'investir dans le marketing. Et si le ROAS devient inférieur à 1, là on verrait quasiment plus aucune pub d'un produit nocif. Donc on a déjà un premier ordre de grandeur pour la taxe avec ce raisonnement rapide, ce serait un peu plus de 2 euros de taxe pour 1 euro de pub. Maintenant, prenons un exemple pour aller un tout petit peu plus loin. Imaginez que vous cherchez à vendre, je sais pas, des cigarettes. Mais vous fumez, monsieur. Si vous avez un tout petit budget pub, eh bien chaque euro dépensé dans la com le sera de manière très efficace. Vous lisez les études, les stats qui montrent les socio-catégories les plus à même d'acheter, vous regardez le type de pub qui marche et vous aurez un bon pourcentage de gens qui seront intéressés. Mais maintenant, si vous avez un budget pub énorme, eh bien vous ne pourrez pas être aussi méticuleux, stratégique sur chaque euro que vous allez dépenser. Votre com, elle sera plus diluée, vous allez atteindre des gens qui s'en foutent totalement. Le retour sur investissement d'une pub, il est donc décroissant. C'est-à-dire que plus on a d'argent à dépenser, plus on va en récupérer en valeur absolue, ça oui, mais en pourcentage de gens intéressés, et donc d'acheteurs, ça baisse. En fonction du budget, le ROAS, il évolue donc avec cette forme-là à peu près. Disons que c'est le graphe d'un fabricant de voitures. On voit qu'il dépense 50 millions par an en pub, parce que s'il dépense plus, le ROAS serait inférieur à 3. On applique à présent une taxe de 10% par euro investi. Résultat, la pente de la courbe, elle est bien plus grande, et pour avoir un ROAS de 3, l'entreprise est maintenant obligée de dépenser plus de 2 fois moins, on verrait beaucoup moins de pubs. Voilà le graphe pour une taxe de 50%, de 200%, pour une taxe de 1000%. L'entreprise dépense maintenant plus qu'1 million d'euros en pub, on n'en verrait quasiment plus aucune, parce que c'est 50 fois moins qu'au départ sans la taxe. Avec ces graphes, on se rend compte qu'une proposition intéressante, ce serait déjà de commencer avec une taxe de 10%, ce qui a déjà un gros effet, et de faire augmenter cette taxe mois après mois pour arriver au résultat souhaité, un minimum de pub pour les produits nocifs. Mais la grande question, ce serait alors, comment définir les bons produits, c'est-à-dire les exemples à suivre, ceux qui ne seraient pas concernés par ces taxes?
Et c'est super difficile de donner un critère unique, parce que comme Lé vient de l'expliquer, un produit ça peut être nocif pour plein de raisons, pour l'environnement, la santé, les addictions, etc. Mais pour chaque domaine, on commence à voir des critères qui essayent d'agréger tout ça. Je pense par exemple au Nutri-Score dans les supermarchés avec leur note de A à E. On pourrait dire que les pubs pour les pires produits notés E, ils se prennent la taxe plein pot, les produits D un peu moins, etc. jusqu'à A, pas de taxe. Et on pourrait mettre en place ce système de notation dans chaque domaine, donc des Nutri-Score, ok, mais aussi des Éco-Scores, des Addiction Scores, etc. Alors on est un peu en train de fabriquer un système de notation à la tournesol, j'en ai bien conscience, mais bon, c'est plutôt bon signe. Et il y a deux difficultés principales pour arriver à ce résultat. Déjà, il faudrait d'énormes investissements pour mettre en place les labels. Et ensuite, il faudrait les appliquer sur toutes les plateformes où on voit de la pub, notamment en ligne. Donc c'est colossal, mais ces investissements, ils sont absolument nécessaires. Tout ça, ça permettrait de définir un cadre légal solide pour pouvoir ensuite justifier les taxes. C'est tout pour moi ici, et si la science autour du changement climatique et des autres limites planétaires vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Chez Anatole, j'ai fait par exemple 3 résumés complets des 3 derniers rapports du GIEC en 10 à 15 minutes, plein d'autres vidéos de vulgarisation, et merci beaucoup Lé pour l'invitation. Hashtag taxons la pub. Bien sûr, la proposition hashtag taxons la pub est aussi un appel à la sobriété qui peut paraître inquiétante pour la croissance économique. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Clairement, un chamboulement massif dans les consommations des uns aura des répercussions économiques majeures qui menaceront certainement le travail de certains autres. Il s'agit là en fait, plus globalement, du défi délicat de la transition vers des modes de vie plus sains et plus durables. Ceci étant dit, selon la quasi-totalité des écologistes, une telle transition est non seulement souhaitable, elle semble aussi nécessaire pour éviter une catastrophe non seulement environnementale, mais aussi civilisationnelle. Dès lors, pour permettre une transition aussi paisible et plaisante que possible pour le plus grand nombre, plutôt que de seulement stopper les informations dangereuses comme les appels à la consommation, il semble critique d'également amplifier les messages qui faciliteront cette transition, comme par exemple les encouragements à adopter des transports durables comme la marche, le vélo ou les transports en commun, les invitations à s'essayer à une alimentation quotidienne plus saine et plus durable, les explications sur l'importance de l'isolation thermique, voire sur le port de plusieurs couches vestimentaires en intérieur, et oui, c'est possible et même utile de porter des vêtements à l'intérieur quand il fait froid, et les appels à adopter des habitudes préférables pour la santé mentale notamment. À ce titre, les publicités qui vont dans ce sens, par exemple en promouvant le cyclisme, l'isolation thermique, les vêtements chauds, la compassion pour les voisins et les thérapies cognitives comportementales, pourraient peut-être être des publicités exemptées de taxes. Voilà qui favoriserait aisément leur amplification dans le marché de l'information et permettrait ainsi d'avoir un marché des publicités beaucoup plus sain pour les consommateurs et la société. De façon plus générale, au-delà du cas de la publicité, la guerre de l'information est un enjeu critique pour enclencher la transition écologique et surtout pour faire en sorte que celle-ci se déroule autant que possible dans le respect mutuel, l'aide aux défavorisés, le consentement éclairé, la bienveillance et le bien-être. Pour vraiment y parvenir à l'échelle de toute une société, il semble urgent de programmer les algorithmes de recommandation pour qu'ils amplifient beaucoup plus massivement les contenus informationnels de bien meilleure qualité, les explications des plus urgents enjeux sociétaux, les matériels pédagogiques pour une meilleure hygiène mentale, les contenus thérapeutiques pour la santé mentale, les appels à la sobriété environnementale et les encouragements à des activités écologiques et épanouissantes, entre autres. Mais bien sûr, il ne s'agit là que de mon avis. Idéalement, il faudrait ainsi récolter les avis d'un grand nombre de personnes pour identifier les contenus informationnels jugés consensuellement d'utilité publique et en particulier pour déterminer collaborativement quelle publicité devrait être exemptée de taxes. Tel est justement l'objectif de la plateforme Tournesol à laquelle je vous invite très vivement à contribuer. Notre objectif, c'est de disposer de suffisamment de jugements, de suffisamment de contributeurs. Et on a besoin de chacun d'entre vous, non seulement pour mieux identifier les contenus à recommander massivement, mais aussi pour encourager la recherche académique à s'intéresser à ce problème et également pour influencer le débat public sur la manière dont le marché de l'information devrait être régulé. En particulier, s'il vous semble que la proposition 1 € de pub égale 10 € de taxes est stimulante et suscite la réflexion, je vous invite à noter la vidéo que vous êtes en train de voir en créant un compte sur Tournesol et en suivant le lien en description. Et bien entendu, n'oubliez pas d'utiliser massivement le hashtag taxons la pub sur les réseaux sociaux.